Qu'est-ce qui se passe cette fois? Petite discussion amicale comme d'hab. Espèce de time! Tiens donc, JP, toi aussi t'as changé de look? Ben quoi, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, non? Marrant, hein. Quand ça me concerne, je suis une hystéro bonne à enfermer, mais pour lui, c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est limite un dédoublement de personnalité en fait. Eh, faites tout pour là, je vous rappelle! Un peu façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc. Pas vraiment. Comment ça? Bah, j'ai abordé vite fait le cas dans l'épisode sur la folie, mais on peut pas vraiment considérer Jekyll et Hyde comme une double personnalité. Ok, t'avais piqué ma curiosité. Vas-y, balance. Même pas capable d'apprécier mon nouveau look. Ça me voit qu'ils vont aucun goût. L'auteur du roman que l'on va étudier aujourd'hui n'est autre que RLS, dont le nom complet est Robert Louis Balfour Stevenson, un auteur écossais né en 1850 et décédé en 1894. Malgré une santé fragile, très fragile même, et une famille conservatrice, il finira par épouser Fanny Osborne, une américaine de 10 ans son aînée, divorcée et mère de 2 enfants. Ouais, tu m'étonnes qu'à l'époque, ça a dû bien gueuler chez les Stevenson. Niveau littérature, si RLS a eu droit à quelques honnêtes succès d'estime, il est loin d'être connu du grand public. Sa première véritable réussite, à savoir L'île au trésor, sera publiée en 1883, tout en étant un ouvrage débuté involontairement. Oui, si nous avons aujourd'hui droit à cette œuvre qui a grandement influencé la culture populaire, c'est parce que le beau-fils de Robert lui a un jour demandé de lui dessiner une carte au trésor. Comme quoi la gloire ça tient pas à grand chose. Il passera ses dernières années dans les îles et s'investira énormément auprès des Samoans. Les locaux apprécieront tellement le geste qu'ils le nommeront chef d'une tribu, avec en outre le surnom de Tuzitala, qui signifie le conteur d'histoire. Sacré honneur. Malheureusement, la vie est une pute et le pauvre Stevenson meurt à 44 ans avant d'être enterré sur le mont Vaya. La jeunesse du bouquin est plutôt connue, notamment chez pas mal d'aspirants écrivains, puisque la légende voudrait que Stevenson ait écrit son chef-d'œuvre en 3 jours. Alors, commençons par le commencement. Mode destructeur de mythes activé. Il faut savoir que RLS, en plus de sa santé un peu youplaboum, souffrait de terreur nocturne. Quand je vous disais que le gars avait pas une vie facile, sauf qu'une nuit, voilà que Fanny l'entend hurler à plein poumon dans son sommeil. Elle vient le réveiller pour le tirer de ses tourments, mais au lieu d'être remerciée, se fait proprement enguirlander par son mari qui lui lance « Pourquoi m'as-tu réveillé? Je rêvais d'un magnifique conte de terreur. Eh bah de rien, connard. Suite à cela, Robert serait entré dans une frénésie d'écriture, lui permettant d'achever son œuvre en 3 jours seulement. Et c'est là que ça va devenir compliqué. Si le premier jet aurait effectivement été écrit en si peu de temps, Fanny l'aurait jugé tellement à chier qu'elle l'aurait balancé au feu aussi sec. Sauf que RLS aurait réécrit le bousin en 3 jours supplémentaires avant de le publier et d'en faire le succès que l'on connaît. Problème, les sources se contredisent. Certains affirment que Fanny n'a fait que proposer une autre manière d'écrire le roman, et que, convaincu, Robert aurait lui-même jeté le tout au feu pour se forcer à tout recommencer. Ensuite, il a mis combien de temps à le réécrire? Vraiment. Non, parce que le livre a été publié en janvier 1886, ça c'est clair, mais on n'a aucune idée de la date de son écriture. Ça se trouve, il y a eu plus d'1 an entre les deux. D'après mes recherches, la version la plus crédible nous viendrait de Fanny elle-même, même si pour le coup, cette affirmation du wiki anglais n'a pas de source. Ce serait qu'après la réécriture, Stevenson aurait continué à retravailler son texte pendant 4, voire 6 semaines. On est loin du chef-d'œuvre écrit en 3 jours là. Mais si c'est pas vrai et que les sources se contredisent, pourquoi cette rumeur persiste? D'une part parce qu'elle glorifie le mythe de l'écrivain de génie. On peut dire ce qu'on veut, ça fait toujours son petit effet. Je sais pas si c'était vraiment voulu à la base par les Stevenson, ou par l'éditeur, mais il est pas impossible que ça ait été un simple coup de pub. Ok, et du coup ça parle de quoi ce super roman? Alors justement, Yegor, Ouais. est-ce que tu pourrais me faire un résumé très bref de l'histoire, et ce, sans spoiler l'intrigue principale? Bah, c'est l'histoire du Dr. Jekyll. Il boit une potion et ça le transforme en Mr. Hyde. Spoiler! Bah, comment ça se fait? J'ai même pas lu le bouquin. Eh bien, ce que tu viens de dévoiler, c'est une révélation qui est faite dans les 2 derniers chapitres.
Sauf qu'aujourd'hui, toutes les personnes n'ayant pas lu l'ouvrage sont persuadées que le mythe de la potion et de la transformation constitue 90% du livre. Mais du coup, ça parle de quoi alors? Eh bien, on va étudier ça. Alors, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tribunal classique, je vais le rappeler aux anciens et l'expliquer aux petits nouveaux. Le but, c'est d'étudier une œuvre et surtout les différentes manières dont elle a été adaptée. Bande dessinée, film, série, jeux vidéo, afin de déterminer quels ont été les changements et s'ils ont ou non une utilité. Et pour ça, je vais m'articuler autour de plusieurs œuvres en particulier. Mais comme d'hab, impossible de juger toutes les œuvres au monde sur le sujet, soit parce que je peux pas les obtenir, soit parce qu'elles n'apportaient pas grand chose d'intéressant. Je vais donc me focaliser sur ce que j'ai personnellement étudié, ce qui impliquera une certaine dose de spoil. Aussi, voici la liste des intrigues que je vais dévoiler au cours de cette vidéo. Si vous n'avez pas testé l'une d'entre elles et que vous souhaitez la découvrir par vous-même, je vous conseille d'y aller et de revenir ici plus tard. C'est bon? Je peux me lancer? Pas de regret pour les spoils, hein? Ok, parfait. L'histoire a pour personnage principal Gabriel John Utterson, notaire de son état. Au cours d'une promenade en compagnie de son cousin, ce dernier lui narre sa rencontre avec un certain Mr. Hyde, qui l'aurait surpris à tabasser une fillette. Or, Utterson a reçu quelque temps plus tôt le testament du docteur Henry Jekyll, un scientifique de génie majoritairement reconnu comme un type bien, dans lequel il affirmait que s'il venait à mourir ou disparaître, Edward Hyde devrait hériter de l'ensemble de ses biens. Choqué par l'histoire, Utterson mènera alors son enquête, craignant un chantage monté par l'abominable Hyde pour faire pression sur Jekyll. Henry finit cependant par le rassurer, lui affirmant qu'il a tout contrôle sur le fameux Edward. Mais voilà qu'un an plus tard, Sir Danvers Carew a la malchance de croiser Hyde et finit tabassé à mort. Mais une jeune servante a assisté à la scène et parfaitement identifié le responsable, ce qui fait de Edward Hyde l'ennemi public numéro 1. Jekyll avouera que suite à ce crime, il a définitivement coupé les ponts avec Hyde, qui lui semble s'être totalement évaporé dans la nature. Tout a l'air de rentrer dans l'ordre jusqu'à ce que Henry finisse par se cloîtrer dans sa demeure, refusant tout contact. Sur les supplications de Poole, le majordome de Jekyll, Utterson est convaincu de se rendre au domicile de son ami. Les domestiques sont formels, ce n'est pas Jekyll qui s'est enfermé dans le laboratoire. Tous s'allient pour forcer l'entrée de la pièce, mais la seule chose qu'ils trouvent à l'intérieur, c'est le cadavre de Edward Hyde, qui a mis fin à ses jours en avalant du cyanure. Le notaire découvre alors sur le bureau les derniers mots de Henry. Il y avoue que, constamment torturé par ses désirs inavouables, il a mis au point une potion. Celle-ci le métamorphosait en Edward Hyde, une version de lui débarrassée de ses scrupules. Malheureusement, à mesure que le temps passait, des transformations spontanées en Hyde se produisaient, de plus en plus régulièrement, le poussant à s'enfermer là où personne ne le verrait, dans l'espoir de trouver un remède. Ce à quoi il ne sera jamais parvenu. Et c'est ainsi que s'achève l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Vous l'aurez compris, le roman est une œuvre qui a eu un succès colossal. Tellement énorme qu'aujourd'hui encore, tout le monde connaît au moins la révélation finale. Mais en plus, ça lui a permis de bénéficier d'un nombre tout bonnement gargantuesque d'adaptations. Et cette tradition commencera avec une pièce de théâtre, dont la première aura lieu en mai 1887 à Boston. Et au passage, c'est à partir de cette version que le titre gagnera sa version réduite, passant de l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde à seulement Dr Jekyll et Mr Hyde. L'histoire sera ensuite portée sur grand écran, avec comme première version le film de 1908, que j'ai jamais pu voir vu qu'il n'en existe aucune copie. Pour la petite boîte à images, en revanche, nous n'aurons pas droit à une version télévisuelle avant 1990, avec le téléfilm Jekyll et Hyde, avec Michael Caine dans le rôle principal. Tandis que la première série dédiée au personnage sera Jekyll en 2007, réalisée par Steven Moffat, responsable de la version moderne de Doctor Who, et de Sherlock, et de Dracula. Ouais, on sent que le mec a un gimmick, je vous laisse deviner lequel. L'improbable duo se verra également porté au format bande dessinée à partir de 1986 par Guido Crepax, qui était spécialisé dans les BD érotiques. Ok, pourquoi pas. Et la toute première version vidéoludique, Dr Jekyll et Mr Hyde sur NES en 1988, que le joueur du grenier aura eu le plaisir de tester pour nous. N'est-ce pas Fred? Putain de merde, je déteste l'aléatoire. Vous savez quoi, les gens qui programment ça, on devrait faire un truc. Quand vous arrivez à votre bureau le matin, on tire un dé et sur un score de 1 à 3, au lieu de vous laisser travailler, on vous encule. Merde. Merci Fred. Et une des dernières versions interactives en date suivant l'œuvre d'origine étant Mazem Jekyll and Hyde sur Nintendo Switch. Mais les adaptations les plus connues et célèbres ne sont pas celles qui suivent l'intrigue du roman, mais celles récupérant le personnage et sa malédiction. On peut notamment se souvenir du célébrissime comics des Gentlemen Extraordinaires, dans lequel Jekyll et Hyde étaient membres de l'escouade. Le protagoniste est réutilisé tel quel dans de nombreuses œuvres,
parfois avec quelques variations, souvent avec quelques variations en fait, car c'est là un des points les plus importants et malheureusement pas négligeable, parce que c'est un ressort inépuisable qui peut être adapté à toutes les sauces, dans n'importe quel univers, n'importe quel contexte. La potion est ingérée par le canari dans Titi et Gros Minet. Mr. Hyde est une menace pour le héros dans Richard au pays des livres magiques. Henry Jekyll est présent dans la saison 3 de Penny Dreadful. Ils sont aussi dans Once Upon a Time. Attends, Once Upon a Time, c'est une série sur des personnages de contes de fées à la base, non? Ben, c'est surtout une série sur les personnages de grandes histoires classiques. Donc avoir Jekyll et Hyde dedans, ça me surprend pas des masses. Je suis plus choqué par la présence de la version Disney de la Reine des Neiges que par celle de Hyde. D'ailleurs, en parlant de Disney, c'est assez étonnant qu'ils aient jamais tenté d'en faire un film d'animation. Y'a de quoi pourtant. Castor et Pollux, les siamois de la série Freak Squill, peuvent être vus comme un hommage à Jekyll et Hyde. Après tout, la version maléfique est la plus petite, muselée par sa version normale et excessivement agressive. Or, les deux étant reliés par la tête, ils ne peuvent pas se débarrasser l'un de l'autre, sous peine de mort. Et parfois bien sûr, on en a qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple la série Hyde, Jekyll and Me, qui, pour ce que j'en ai vu, n'a aucun lien avec le perso d'origine. Alors pourquoi ce titre? Tu sais, c'est pas parce qu'un personnage n'est pas celui d'origine qu'il peut pas être un hommage ou un héritage. Merci pour la transition. En effet, on peut facilement trouver un grand nombre d'héritiers de la malédiction. Pour être considéré comme tel, il faut notamment 3 choses. La première est que la version Hyde doit être, pas forcément maléfique, mais aux antipodes de l'identité d'origine. Mais bon, ça, dans les histoires de dédoublement de personnalité, c'est quand même assez commun. La seconde obligation, c'est que la nouvelle entité a été créée scientifiquement ou magiquement. Le Dr Connors souhaitait faire repousser son bras, Bruce Banner a été exposé à un rayonnement gamma, Yugi Muto est possédé par l'esprit d'un pharaon égyptien via une étrange amulette, le Ghost Rider est un esprit qui prend le pas sur l'autre humain. Ça fait beaucoup d'héritiers potentiels du coup. Oui, sauf qu'il faut inclure la troisième règle, la transformation physique. Ah ah ah! Je ne suis plus le même, Kaiba! Regarde-moi bien! Mes sourcils sont froncés maintenant! Et c'est là le point caractéristique qui permet définitivement de séparer les TDI d'un héritage de Stevenson. Les deux personnalités ont un corps différent. On peut même faire le lien avec le loup-garou. Après tout, une transformation involontaire qui engendre une modification de l'apparence physique et une personnalité différente, ça colle. C'est même une remarque qui est faite dans la mini-série de 2007. Monsieur mon mari, j'ai quelques petites questions. Je suis pas ton mari! Ah oui, parce que tu as changé? Je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas si tu es un schizophrène ou un loup-garou ou le premier mec à avoir un syndrome prémenstruel. Mais chérie, oui, tu es bel et bien mon mari. C'est tout à fait exact. Mais j'ajouterais que pour un bon héritier, il faut ajouter une ultime condition. La transformation, si elle n'est pas voulue, est due à des expériences volontaires. Le Dr Jekyll veut tester sa mixture sur lui-même, mais son travail va échapper à tout contrôle. Ça correspond pour le lézard et pour Man-Bat, mais pas vraiment pour Hulk. Oui, la bête est en moi. Batman. La seule exception à cette clause étant le cas des descendants directs de Henry Jekyll, qui n'auront jamais voulu tenter quoi que ce soit, mais qui se retrouveront quand même avec un Hyde en guise d'héritage. Merci grand-papy! Un autre exemple, c'est le professeur Folding de 1996, lui-même un remake de Dr. Jerry et Mr. Love de 1963. Par contre, pour ce qui est de la partie vidéoludique, s'il y a très certainement des héritiers qui correspondent aux points que je vous ai cités, je vous avoue que pour le moment il n'y en a pas beaucoup qui me viennent à l'esprit. Bien! Maintenant qu'on a établi ces points, il est temps de passer au gros morceau de la vidéo. Bah ouais, c'est un peu logique quand on y pense. Mais des œuvres qui respectent à la lettre l'intrigue du roman, il y en a pas des masses. Et même parmi elles, c'est rarement un respect à 100%. Vous l'aurez compris, l'objectif principal de la nouvelle, c'est de comprendre la relation unissant Jekyll et Hyde. Là où la plupart des adaptations zapperont l'idée même d'instaurer un mystère. Ce qu'on pourrait leur reprocher, mais en même temps, faut garder un truc en tête. Aujourd'hui, réaliser une adaptation fidèle à 100% au roman, ce n'est plus du tout possible. Parce que toute l'intrigue reposait sur le fait qu'on ignore que Jekyll et Hyde étaient la même personne. Et c'est probablement pour cette raison que la quasi-totalité des adaptations, même celles respectant le plus l'œuvre d'origine, ont préféré se focaliser sur ce protagoniste. D'ailleurs, je en faisais la remarque tout à l'heure, mais même le raccourcissement du titre révélait ça. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde implique un mystère au sujet de deux personnages qui seront une cible pour l'enquêteur. Tandis qu'à l'inverse, se contenter de Dr Jekyll et Mr Hyde n'implique aucun secret à dévoiler, et que les dénommés seront les personnages principaux.
Après, quelques scènes peuvent persister, comme les transformations spontanées, l'aide de Lanyon, le meurtre d'un aristocrate qui pousse Hyde à se cacher, mais malgré tout, le déroulé des événements subira des variations, et plusieurs d'entre elles seront dues à des changements de personnages. En dehors des protagonistes, est le cas de Gabriel Utterson, central dans la nouvelle mais presque relégué au rang de personnage tertiaire, voire à peine d'un caméo. Quand on le laisse apparaître, tu parles d'une déchéance, certains personnages vont régulièrement revenir, comme par exemple le docteur Asti Lanyon, un scientifique un brin conservateur, surtout dans la version de 1920 où ses limites si regardé dans un microscope lui causent pas une crise de panique, mais c'est lui qui récupérera les principales scènes d'Utterson, comme de s'inquiéter de la santé de son ami, ou d'identifier les restes de la canne après le meurtre de Kerryu. Si dans le roman, assister à la transformation de Hyde en Jekyll le plongera dans une dépression mortelle, il sera au contraire un accusateur à la limite du fanatisme dans le film des années 30, et n'aura aucun scrupule à révéler les secrets de son ami, mais se verra plus hésitant et réconfortant dans le remake de 41. On a aussi le cas de Sir Danvers Carew, le fameux noble assassiné par Hyde, au rôle bien plus important lors de ses retours. Devenant un bon vivant poussant Jekyll à expérimenter un peu la vie extérieure dans le film de 1920, là où la pièce de théâtre de 87 et les longs métrages de 31 et 41 feront de Carew un ancien militaire, parce que pourquoi pas. Et dans les versions après 41, ils réapparaissent pas les personnages? Alors leurs noms ne reviennent pas, mais on peut toujours considérer qu'un ami scientifique pas trop fan des expériences de Jekyll, il y en a toujours un, le professeur Robertson et le docteur Ernst Littauer par exemple. Par contre, pour ce qui est du Lord, lui sera très vite relégué aux oubliettes. Mais les adaptations auront également su faire montre d'un brin d'inventivité, et ce en nous offrant l'arrivée de personnages féminins, qui pour le coup étaient totalement absents du roman, et ce dès la première pièce de théâtre. Et notamment deux stéréotypes particuliers. Le premier, c'est une jeune femme, étant soit la fiancée de Jekyll, soit son épouse, soit une jouvencelle tombant amoureuse du scientifique, mais toujours de bonne société, parfois même la propre fille de Carew, étant successivement nommées Millicent, Muriel, Beatrix, Kitty et Suzanne. Et le second stéréotype, c'est la fille du peuple, Gina, Ivy et Maria. En gros, le stéréotype le plus sensuel, dirons-nous, qui est une danseuse exotique dans les versions de 1920 et 1950. Bah quoi? Non, désolé, mais autant en 1920, c'était du noir et blanc, le physique de l'actrice pouvait laisser supposer, mais dans les deux visages de Jekyll, la danseuse orientale encore plus blanche que le héros, putain, vous auriez pu faire un minimum d'effort quand même. Bref, danseuse qui peut également avoir le rôle de prostituée ou tout simplement de serveuse. Chaque demoiselle aura pour objectif d'expliciter davantage les transformations de Jekyll, la jeune épouse de bonne famille représentant le bien et la société, là où le côté charnel et déluré des donzelles du bas peuple ne sont là que pour tenter la partie inhumaine du docteur. Elles servent vraiment à rien d'autre? Ah non, pas du tout, non. La version de 59 essaye de nous vendre la danseuse comme une tigresse forte et maîtresse d'elle-même, mais vu qu'elle réussit l'exploit de tomber amoureuse de Hyde au premier regard au point d'en devenir son esclave, le côté féministe y passe un peu à la trappe quoi. Si t'en veux, faudra attendre au minimum la mini-série de 2007 avec Claire Jackman, qui elle au moins n'est pas limitée au côté greluche transi d'amour. Je suis ta femme. Ne me demande jamais de te frapper. C'est un conseil d'ami. Ouais, enfin, on s'en fout, quoi. Eh oh! Ben quoi? Moi, je veux savoir les différences avec le bouquin, moi. Bah, pour une fois, tu fais bien de nous recentrer. Déjà que la vidéo risque d'être sacrément longue. On va donc commencer avec... Je vous cache pas que trouver le premier point abordé dans les vraies différences d'adaptation n'a pas été simple, puisqu'à chaque fois que je pensais à un sujet, je finissais invariablement par déborder sur un des autres. Je vais donc essayer de conserver une certaine cohérence, quitte à ne pas devoir tout raconter d'un coup. J'espère m'être débarrassé de toutes les répétitions, mais je le garantis pas. Commençons donc avec la transformation. Dans la quasi-totalité des œuvres, on reste classique. Le Dr Jekyll parvient à créer une potion qui le transforme en Mr Hyde. Et pour redevenir le bon Henry, il est obligatoire d'ingérer la mixture une seconde fois. Sauf dans les deux visages de Jekyll, qui contient la seule version où le produit est injecté plutôt qu'avalé. Le problème étant que, dans le roman, l'organisme du scientifique s'adapte, le contraignant à absorber des doses de plus en plus importantes pour obtenir un effet. Un point qui là est généralement oublié. Contrairement au fait que Hyde finit par spontanément rogner sur le corps de Jekyll, le rendant ainsi dépendant à ses potions. Sauf que là encore, on a des variations. Dans Dr Jekyll et Mrs Hyde, le protagoniste ne boit qu'une seule fois la mixture, mais cette dernière causera des modifications successives indépendantes de sa volonté. Et bien entendu, il y a les cas où on n'envisage que Jekyll ait pu survivre à la fin du roman, comme c'était le cas de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires,
que je vais appeler LXG pour pas m'emmerder, où cette fois la formule a été totalement intégrée par l'organisme de Jekyll, les transformations étant désormais causées par sa tension nerveuse. À l'inverse de son pendant filmique, où le bon docteur est toujours dépendant de la formule, tout comme dans le jeu vidéo de 2001 d'ailleurs. Et nous avons le cas de l'hérédité, généralement avec des héros qui descendent de Henry Jekyll et qui soit reproduisent ses erreurs, ou qui héritent de ses gènes malmenés par ses expériences, comme la série Jekyll and Hyde qui suivrait les aventures de Robert Jekyll dans les années 1930. Mais ma chouchoute, ça reste la mini-série de Jekyll de 2007, où là on révélait carrément qu'il n'y avait jamais eu de potion, et que c'était la rencontre entre Jekyll et une femme particulière qui avait tout déclenché. J'ai dit que c'était ma chouchoute, j'ai pas dit qu'elle était tout le temps logique. Ou encore la version la plus récente du docteur, apparaissant dans la momie de 2017, pour qui Hyde est une maladie l'ayant contaminé naturellement, le contraignant à inventer un sérum pour lutter contre sa partie maléfique. Attends, cette version-là, c'est un descendant de Jekyll? Non, lui, ça a l'air d'être une version moderne. En tout cas, on n'a jamais eu plus d'infos, et vu l'état dans lequel se trouve le Dark Universe aujourd'hui, on risque pas d'en avoir plus. Et évidemment, entre tout ça, on a les adaptations non officielles qui ne citeront jamais les noms de Jekyll ou Hyde, mais dont les inspirations sont claires, du type de The Nutty Professor. Mais cette potion, elle est créée pour quoi au juste? Ça, je le préciserai un peu plus tard. Mais il faut garder en tête que le Dr Jekyll est un pur génie, notamment dans le domaine de la chimie. C'est ce qui lui permettra de concevoir son œuvre, même si on ne cherchera pas forcément plus loin comment ça fonctionne. Vos gueules, c'est de la science. Yes, science! Si dans Once Upon a Time, la mixture semble avoir été créée par magie, dans les versions avec un contexte plus récent, on abordera plutôt l'idée d'une modification de l'ADN. Et pareil, si dans beaucoup de versions, Jekyll a suffisamment confiance en ses capacités pour tester son expérience sur lui-même, d'autres effectueront tout de même des tests sur des animaux avant de se faire un shoot. Sauf que les transformations, là encore, varient. Certaines sont permanentes et réclament d'ingérer la même potion pour retrouver son apparence précédente, comme dans le roman, et d'autres ont des effets temporaires, permettant le retour à l'ancienne forme au bout d'un certain temps. Ce qui engendre pas mal d'incohérences temporelles d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et je passerai très vite fait sur les transformations elles-mêmes. Instantanées, par à coup, douloureuses, voire même un mix de plusieurs. Ainsi que la version psychédélique de 1941, genre où Jekyll est tiré par des chevaux, qui sont en fait les femmes de sa vie qu'il malmène à coups de cravache, ou alors qui sont des bouchons de bouteille qu'il fait sauter. Ok, je sais pas ce que le scénariste a sniffé, mais faut qu'il arrête d'en prendre tout de suite. Mais toutes ces transformations, pourquoi est-ce que Jekyll tient autant à les faire? Alors, pour le coup, la réponse va déborder sur un autre aspect, donc on y reviendra un peu plus tard. Par contre, je voudrais enchaîner avec le point le plus tendancieux de l'œuvre. Alors, ça va être le point délicat, puisque techniquement, Hyde n'est pas une autre personnalité. Pour mieux le comprendre, partons de la personnalité d'origine. Henry Jekyll est un expert en médecine, en chimie et en droit, mais il est également médecin légiste et membre de l'Académie royale de médecine. En bref, c'est pas Joel Clodo quoi. À qui ai-je l'honneur? Je suis médecin. D'accord. Docteur en chimie clinique et neurochirurgien, membre de la Royal Society. Et également juriste. Et il est globalement réputé comme étant un bon gars. Mais ce n'est qu'une apparence. Henry est en réalité dévoré par des désirs que la bonne société n'accepterait jamais. Si la nouvelle ne dévoilera jamais quels étaient ses indésirables penchants, c'est néanmoins la raison qui l'aura poussé à concevoir sa mixture. Il voulait se débarrasser de la partie maléfique de son être, se voir purifié de ses défauts et de ses tentations. Sauf que c'est l'effet inverse qui se produit, Hyde étant totalement dépourvu de toute parcelle de bonté ou de morale. Et donc c'est une autre personnalité? Non. Jekyll est toujours aux commandes. C'est toujours lui qui contrôle le corps. À aucun moment il ne s'efface. Mais si c'est toujours Jekyll, l'apparence de Hyde est libérée de toute forme de morale et peut agir à sa guise sans remords. Et bien qu'à mesure que le docteur vogue sous deux identités différentes, celles-ci éprouvent une rancœur mutuelle, on est plus proche de la bipolarité que d'un TDI. Et à ce niveau, le professeur Fulding est une des adaptations les plus proches de l'idée de Stevenson. Même transformé, Klump reste conscient de ses actes, mais subit une telle décharge de testostérone durant ses transformations qu'il en devient agressif, obsédé sexuel et narcissique. Au point que les deux identités pourraient presque être considérées comme deux entités à part entière, mais sans l'être véritablement. En vrai, la seule adaptation où une double personnalité est logique, et c'est d'autant plus chiant pour moi de l'admettre vu à quel point le film est mauvais, Dr Jekyll et Mrs Hyde. Parce que là, une seule gorgée de potion engendre les transformations involontaires, alors que les deux entités aient des consciences séparées, chacune cherchant à conserver le corps, est logique. Ou alors celle de la mini-série de 2007, où les deux entités ont commencé à cohabiter sans vraiment le vouloir, et ont réussi à se mettre plus ou moins d'accord sur un partage des horaires.
Non, parce que sinon, mettez-vous à la place de Jekyll. Si la potion vous mettez juste dans les vapes, vous n'auriez aucune raison d'en reprendre. C'est pour cette raison que je trouve les versions de 59 et de 71 particulièrement stupides. Ouais, d'ailleurs, à chaque fois que Hyde devient une femme, c'est toujours une autre personnalité. Bizarre. Ah bah bien sûr, un mec coincé dans un corps de gonzesse, aucun homme ne pourrait l'accepter. Tout à fait. C'était du sarcasme. Ah. Il n'empêche qu'avoir des personnalités distinctes engendre parfois quelques bonnes idées, comme la communication mentale entre les deux entités, parfois même via un miroir, ou alors tout simplement avec un dictaphone. Il a un couteau. N'emploie que le minimum de la force nécessaire, t'as compris? Je vérifierai. Qu'est-ce que tu fous, connard? Je vous sauve la vie, enfin j'espère. C'est con mais fallait y penser. Et on va maintenant passer à un gros problème que j'ai avec l'œuvre. La plupart des œuvres adaptant la nouvelle décideront de faire du bon docteur un ange. Le genre qui vient bénévolement soigner les miséreux aux dépens de sa vie sociale, qui aide tous ceux qui ont des problèmes, qui va à la messe et tout et tout. Considérant ainsi que si Hyde est le mal incarné, Jekyll ne peut être que l'avatar du bien. Et c'est faux! Il y a un point que beaucoup omettent. Si Hyde est totalement dépourvu de la moindre once de bonté, Jekyll n'est pas sans défaut. Au contraire, il reste tout autant composé de bien que de mal. Parce que si on suit la logique de la création de la potion, pourquoi la prendre régulièrement? Si Jekyll conserve ses souvenirs et n'a aucune volonté d'accomplir les perversités de Hyde, pourquoi se transformer à nouveau? Genre, le mec ça fait des semaines qu'il torture sa maîtresse, et c'est seulement après tout ce temps que Jekyll éprouve des remords? Ça, c'est pas un ange, c'est un connard. Si Jekyll est déjà le bien absolu, inventer une potion pareille n'a aucun sens. À part vouloir prouver qu'il a raison, ce qui est de l'orgueil. De la part d'un mec censé être un parangon de vertu, ça la fout un peu mal. Ce qui est acceptable, c'est quand la mixture est créée et consommée, soit par curiosité scientifique, soit pour résoudre un problème personnel. Je pourrais même l'accepter dans Dr. Jekyll et Sister Hyde, puisque le bon scientifique souhaite trouver la formule pour maximiser son espérance de vie. Il cherchait pas du tout à séparer deux parties de son être. Après, il existe des versions plus proches de l'œuvre d'origine, comme LXG, que ce soit en film ou en comics, où le bon docteur reste soumis à des pulsions, mais aussi à la terreur de son autre moitié. On a même la version de Penny Dreadful, où si cette fois, le bon docteur ne semble pas particulièrement miné par sa perversion, il reste dévoré par la colère, qu'il s'efforce de maîtriser depuis son enfance. Jekyll n'est pas un ange, d'accord, mais pour Hyde, il reste le mal incarné ou non? Compliqué. À la base, oui, Hyde est voulu comme un être maléfique, le mal absolu, et c'est aussi un point sur lequel je suis assez dubitatif. Si Hyde était vraiment l'incarnation de l'enfer sur Terre, vous trouvez pas qu'il aurait pu faire bien plus de dégâts? Pour moi, et c'est le point de vue qui a été adopté par plusieurs autres œuvres, on ne parle pas vraiment de bien ou de mal, mais plutôt de restrictions sociales et morales. Jekyll est un homme parfaitement adapté à la société et à ses codes, tandis que Hyde n'en a rien à battre. On peut même faire un parallèle entre l'humanité du docteur et la bestialité de sa moitié. Mais il y a aussi le cas, à plusieurs reprises, d'associer la dualité des protagonistes au tueur en série le plus célèbre de tous les temps, Jack l'Éventreur. Pour ce que j'en sais, cette idée est abordée pour la première fois avec Dr. Jekyll et Sister Hyde. Le bon Henry ayant besoin de certains organes féminins pour ses recherches, ce qu'il commence par récolter via des déterreurs de cadavres, mais devant la quantité considérable de ses besoins, Jekyll devra se lancer lui-même dans le crime et prélever sur place ce qu'il lui faut. Mais attends, je croyais que Jekyll était censé être un type bien. Pas parfait, je veux bien, mais quand même. Moralement, oui, mais c'est là une pirouette astucieuse de Sister Hyde, puisqu'à la base, le héros souhaite mettre sa science au service de l'humanité, pour concevoir des remèdes à toutes les maladies du monde. Mais devant l'ampleur de la tâche, qui lui demanderait des siècles de labeur, il tourne ses recherches vers l'expansion de l'espérance de vie, qui passe par un besoin constant d'organes, et donc de meurtre. Ce qui l'amènera à chercher conseil auprès du personnage de Suzanne, pour lui demander... C'est une question de morale. Est-ce qu'on peut faire un peu de mal pour faire beaucoup de bien ensuite? D'un côté, un canot de sauvetage, avec quelques hommes à bord, et de l'autre, un paquebot avec des centaines de passagers. Est-ce que vous sacrifieriez le canot de sauvetage pour sauver ce paquebot? Est-il absolument nécessaire de sacrifier le canot et son équipage? Pour sauver ce paquebot, oui. Alors il faut le faire. La fin justifie tous les moyens. Si le résultat final en vaut la peine, s'il est important, il les justifie. Il n'y a pas d'alternative. Pareil avec la version de 2017, où Jekyll est prêt à commettre des meurtres et sacrifier des innocents pour le bien commun. Pragmatique et glacial, mais d'un point de vue moral, bah ça se défend. Ou encore celui de Richard au pays des livres magiques, qui a aucun scrupule à proposer sa potion à ses invités, dont un gamin. Non là par contre c'est pas défendable.
Bref, pour en revenir à Hyde, l'idée qu'il soit responsable du carnage de Whitechapel fera son bonhomme de chemin, trouvant un écho dans le comics de LXG, mais également dans les adaptations plus récentes, même si ce sera pas totalement assumé. Docteur Jekyll, vous êtes recherché par les chevaliers de l'Ordre Saint. Monsieur Hyde ce soir. Pour le meurtre de 12 hommes, 6 jeunes femmes, 4 enfants et 3 chèvres. Et pour l'odieux carnage d'une flopée de volailles. Mais là encore, Hyde est-il nécessairement mauvais? Parce que j'ai déjà du mal à considérer Sister Hyde comme néfaste, c'est juste qu'elle veut pas disparaître, ce qui la pousse à continuer les crimes. Mais autant, certaines versions sont réellement maléfiques. Le film de 95 montre que le chercheur essaye d'apaiser le gène maléfique en le bombardant d'œstrogène avant d'engloutir le tout sans aucun test, pire scientifique du monde. Et ça marche pas. Helen Hyde est une saloperie sournoise, du genre à remplacer un parfum aphrodisiaque par de l'acide, ou à jouer de son corps pour manipuler son entourage. Vous allez rester planté là longtemps à me regarder ou vous allez vous décider à me donner une serviette? Je vais rester là planté à vous regarder. Ce qui ne l'empêche pas d'être un cliché de femme accro au shopping et au ménage. Au fait, je vous ai dit que ce film est une daube? Après, il y a pas mal de paliers dans le niveau de méchanceté pure atteinte par Hyde. Pour moi, le level le plus existant étant pulvérisé par la version de 31, avec cette espèce d'immonde pourriture qui prend plaisir à torturer une pauvre fille physiquement et psychologiquement. Il est d'ailleurs ex aequo avec son remake de 41, qui s'oriente un peu plus vers le Summer de Zizani. Alors moi, je les verrais bien supplantés par la version comics de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Pas d'accord. Puisque certes, cette image de Hyde est une des plus cruelles du lot. Violent, violeur, meurtrier, sadique, sexiste, raciste et même cannibale. Donc ouais, il se place potentiellement plus haut que tous les autres. Mais on oublie un point, Mina Harker. La jeune femme est la seule que Hyde apprécie. Et quand elle se fait malmener par l'homme invisible, il va tout faire pour la protéger et la venger. Donc sur l'échelle de pourritude, je trouve qu'il baisse un peu. Ça en fait pas un saint, clairement, mais c'est pas le pire qu'on puisse trouver. Et celui du film de LXG? Non, parce qu'il est pas particulièrement méchant, lui. C'est vrai, mais en même temps, le long métrage oriente plus Hyde comme une espèce de boule de nerfs primaire, plus bestiale que maléfique. Et après, comme le dit Jekyll lui-même... Ne faisons pas un ange d'un démon. La prochaine fois, il ne sera peut-être pas aussi serviable. Et pour le Mommy de 2017? Alors, lui par contre, ça va être compliqué. Il est pas le perso principal de l'intrigue, et apparaît quoi 5 minutes à tout péter? On sait qu'il rêve de foutre le bordel, mais pas plus. Je lui mets un rang relativement élevé, mais plus par dépit qu'autre chose en fait. J'aime voir la douleur déformer un visage. Même chose pour celui de Richard au pays des livres magiques, ultra violent sans raison et complètement cintré, mais il disparaît assez rapidement, donc... Vient ensuite le cas du Hyde de 59, qui est un James Bond séduisant n'importe quel top modèle en un claquement de doigts. Ah, je pige pourquoi je peux pas l'encadrer en fait. Et lui, il serait logique de le placer assez haut, puisque c'est loin d'être une brute, mais il est sournois et préfère tendre des pièges à ses victimes. Il veut même contraindre son alter ego à renoncer à son existence, puisque Jekyll deviendra celui accusé de tous les crimes. Il est loin, très loin d'être aussi brutal que les autres, mais c'est quand même une belle ordure. Mon petit chouchou maintenant, lui... un peu comme dans la version filmique de LXG, il est brutal, pervers... Après vous. Pourquoi moi? Parce que j'adore mater votre petit cul. Sournois, avec un humour particulièrement mal placé... Et on en fait quoi de celui-là? On l'attache. Grosse perte de temps. Voilà, syncope de 20 minutes. C'est pas prudent, vaut mieux 1 heure. Cette version de Hyde n'est pas le mal incarné, plutôt une brute aux pulsions inarrêtables, mais qui se révèle tout de même capable d'empathie. Et on va finir avec, clairement, ce que je considère comme le Hyde le moins méchant du lot, la version de 1920. Parce que le mec a une union avec Gina la danseuse, et quand il y met un terme, la pauvre fille est déprimée. Ce qui implique qu'il la traitait bien. Et même quand ils se recroisent dans une taverne, où tout le monde accueille Hyde chaleureusement, ok, bon certes il l'humilie en public, mais il lui fera jamais aucun mal. Y a quand même la scène où il piétine un gamin. Je sais pas trop en fait. Moi vu comment les scènes ont été montées, j'imagine plus le gars qui essaie de se précipiter chez lui, sauf qu'un gosse débaroule dans son chemin et il le fout par terre involontairement. Ce qui est d'autant plus souligné par le plan suivant sur le visage de Hyde, qui a totalement l'air de se dire « Eh merde !» Même le meurtre de Cario, il est compréhensible, puisqu'il survient alors que le vieux Lord s'oppose au mariage de Jekyll avec sa fille, à un moment où Jekyll a déjà les nerfs en plot. Bon, après, il y a la scène finale, et là, ok, on peut considérer ça comme une tentative de viol. Ah, j'ai pas dit qu'il était innocent, j'ai dit qu'il était le moins maléfique. Nuance. Ouais, et un des plus moches aussi. Ouais, mais là par contre, je vais pas faire une échelle de la laideur. Alors, c'est vrai,
lecteur d'ordinaire, c'est assez stupide de critiquer une apparence différente entre la description d'un héros littéraire et le corps d'un comédien de chair et d'os. Du moment qu'on respecte les grandes lignes, ou tout du moins l'essence de la nature du personnage. Et pourtant, pas mal de points sont assez importants à mes yeux. Commençons d'abord avec la description du roman d'Henry Jekyll. Quinquagénaire solide, de belle allure, dont le visage aimable et ouvert, avec peut-être une touche de ruse, respirait l'intelligence et la bonté. Et avec ça, selon vous, combien de versions de Jekyll correspondent? Eh bah pas beaucoup. À la limite, j'ai presque envie de dire que Russell Crowe était un des meilleurs choix. Il a le bon âge, la bonne carrure et même le bon pédigré. Là où la majeure partie des autres œuvres vont plutôt miser sur des acteurs relativement jeunes, entre 30 et 40 ans, et surtout assez beaux gosses. Une mention honorable pour Paul Massey peut-être? Ah non, surtout pas. Cette version de Jekyll est juste dégueulasse. Et pour Hyde alors? Non, parce qu'il a eu un paquet de tronches différentes. En effet. Il n'est pas commode à décrire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mine qu'il a. Quelque chose de déplaisant. Oui, vraiment, quelque chose de franchement odieux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait provoqué chez moi une pareille antipathie. Et pourtant, je n'arrive pas à savoir à quoi cela tient. Il doit être difforme quelque part. C'est réellement l'impression qu'il vous fait. Mais en vérité, je suis incapable de vous dire où se tient cette difformité. C'est quelqu'un qui a un air extraordinairement bizarre, sans qu'on puisse citer chez lui, pourtant, un seul trait, un détail quelconque qui le distinguerait. Alors vous devez savoir aussi bien que nous autres qu'il y avait quelque chose de pas normal avec ce personnage. Quelque chose qui vous faisait peur. Je ne sais pas très bien comment dire, monsieur, mais c'était tout d'un coup comme si un liquide glacé vous coulait dans les os. Il était petit, habillé sobrement, tout à fait sans recherche. Mais il y avait quelque chose dans son aspect qui, même de loin déjà, suscitait une violente antipathie chez son observateur. Vous l'aurez compris, la plupart des adaptations en auront conclu la chose suivante. Hyde est moche. Or, c'est beaucoup plus sournois que ça. Le fait d'être composé uniquement de matière maléfique ne le rend pas physiquement laid, c'est juste que les gens qui le contemplent ont conscience d'une difformité, à savoir l'absence totale de bonté, mais c'est une difformité qu'ils seraient incapables de décrire. Un point qui serait bien plus intéressant, ce serait à l'inverse de sélectionner un acteur beau gosse. Pas pour rien que j'ai pris Ben Barnes pour illustrer Hyde, mais en le faisant jouer de manière à ce que l'on ressente un aspect malsain, laissant comprendre qu'il ne faut pas l'approcher. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez dur à retranscrire de façon visuelle. D'où l'enlaidissement maximum du personnage, ce qui lui permet en sus d'être joué par le même acteur. Même si parfois ça suffit pas et tu te demandes comment les gens font pour pas le reconnaître. A l'inverse, les versions de 1920 et 1959 ont totalement envoyé chier cette idée, faisant du personnage un type que n'importe qui peut apprécier. Alors que dans l'œuvre d'origine, tout le monde le déteste au premier regard. Et quand Hyde est une version féminine, là par contre c'est toujours une bonasse. C'est vrai, mais en même temps, ça suffit à ce que le Jekyll ne soit pas reconnaissable. Sinon, on lui déforme le crâne, on lui file des cheveux gras, quelques prothèses... Bon après, il y a des changements plus soft, comme dans le long métrage de 2017, où Hyde est juste un Jekyll avec des veines noires sur la gueule et des yeux bizarres, mais qui développe des empreintes digitales différentes. Ouais, vous auriez pu faire mieux quoi. La version de 2007 étant toujours, là encore, ma favorite, puisque la différence entre les deux entités est physiquement visible, mais difficile à déterminer. Cependant, la pire version, ça reste à mes yeux celle de 1931, qui a voulu donner au gars un côté simiesque. Alors le réalisateur s'est défendu en disant que c'était une manière de montrer l'aspect primitif, ce qui se tient sur le papier, mais d'un point de vue pratique, je suis pas convaincu. Pourtant, ça a inspiré Alan Moore pour le design de son Mr. Hyde, avec carrément des pieds avec des gros orteils opposables. Enfin, dans les deux premiers chapitres, parce que dans la deuxième partie, ses pieds sont devenus normaux. Faut croire qu'ils assumaient pas totalement l'idée. Mais parmi les points les plus clairs de son apparence, c'est sa taille. Edward est beaucoup plus petit que Henry, ce qui lui vaut d'être traité de nabo à plusieurs reprises. Et ça, c'est un point que pratiquement aucune adaptation ne suivra. Bah ouais, si c'est le même acteur qui joue Jekyll et Hyde, ça va être un peu compliqué de le rapetisser. Mais pourquoi une aussi petite taille? C'est une personnification morale en fait. Hyde est la partie malsaine, qui a toujours été musée par Jekyll, raison pour laquelle Edward est beaucoup plus petit et plus jeune que son alter ego. Et c'est un point avec lequel a pu jouer LXG, puisqu'on y retrouve un Mr. Hyde beaucoup plus imposant que le Docteur. C'est pas un peu incohérent par rapport au roman? En fait, pas tant que ça. Dans le bouquin, Jekyll remarque qu'à force de lâcher la bride à Hyde, celui-ci grandit peu à peu. J'avais même eu récemment comme l'impression qu'Edward Hyde s'était physiquement développé, qu'il avait grandi et que son sang, quand j'habitais sa forme, coulait plus généreusement dans ses veines.
Il y avait un danger que je commençais à flairer, à savoir que si les choses allaient trop loin, il se pourrait que l'équilibre de ma nature fût à jamais rompu. Alors, imaginez qu'il puisse continuer à gonfler à mesure qu'il peut faire ce qui lui chante, bah en vrai, c'est pas si con que ça. Ça l'est en revanche beaucoup plus dans le film de LXG, où la potion est jugée seule responsable de la prise de muscles. En gros, ça devient la potion magique d'Astérix. Et ça impliquerait que Titi a un alter ego maléfique particulièrement développé. Ceci dit, après réflexion, c'est pas si incohérent que ça. Cependant, j'ai un problème avec ce lien entre l'aspect physique et moral du comics. Hyde précise qu'à la base, il avait l'épaisseur d'une crevette, alors que Jekyll était une force de la nature. Mais qu'une fois séparé par la potion, la tendance est inversée. Sans Hyde, Jekyll perdait son tonus, tandis que sans Jekyll, Hyde n'avait plus de limite. Sauf que, je vous le rappelle, si Hyde est bel et bien séparé de Jekyll, Jekyll n'est pas séparé de Hyde. Lui est toujours composé de bien et de mal. Et c'est ce qui me pose problème. Hyde a fait sécession avec les limites morales de Jekyll, ce qui le fait continuellement grandir. Mais dans ce cas, pourquoi se montre-t-il agréable avec Mina ? Pourquoi s'inquiète-t-il pour elle? Et surtout, bordel de merde, il lui demande l'autorisation d'un baiser et de lui plotter les nibards. Ce qui est très drôle, certes, hein, je dis pas le contraire, mais c'est complètement incohérent. Et ce serait à partir de là que Hyde aurait développé une force surhumaine dans la culture populaire? Ah, tu fais bien de souligner le point. En effet, assez régulièrement, et notamment dans les versions modernes, Hyde est considéré comme une brute épaisse dotée d'assez de muscles pour broyer les crânes à main nue. Mais non. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires n'est pas la première adaptation à lui avoir donné cette capacité. C'était qui alors? Eh bah, Marvel. Calvin Zabo, lorsqu'il ingère certaines potions, modifie son corps de manière à augmenter sa force, son endurance et sa résistance, en lui ajoutant ni plus ni moins qu'une petite centaine de kilos de muscles, ce qui lui permet de tenir tête à Thor, putain de merde, et même à Hulk s'il est pas trop énervé. Ah ouais, quand même. Et il est apparu pour la première fois en 1969. Et un Hyde peut avoir d'autres pouvoirs? Alors la plupart du temps, non. La version de 31 le rendait bien agile comme un singe, ce qui était plutôt logique vu la gueule qu'il lui refilait, ce qui est également repris dans Van Helsing. Les Madame Hyde, en revanche, pas de capacité particulière. Enfin, à part la séduction, mais je suis pas sûr que ça compte. La version de LXG possède des sens extrêmement développés, et même la capacité de voir les infrarouges dans le comics, ou d'entendre les ultrasons dans le film. On peut aussi parler de la résistance à la douleur. Le Hyde de Russell Crowe peut encaisser sans aucun problème les patates d'un militaire entraîné, celui de Van Helsing peut éteindre un cigare sur sa langue, mais aussi continuer à se battre avec un bras en moins et un grappin dans le bide. À mon tour! Mais Hyde n'est jamais invulnérable. Et même s'il est très résistant, il est possible de le blesser, et même de le mutiler. Le contre-coup pas génial étant que toutes les blessures d'Edward sont partagées par Henry. Et bien entendu, ils sont liés dans la vie comme dans la mort. Sauf que si dans l'œuvre d'origine, ainsi que dans le monde fabuleux des contes, le docteur succombe sous l'apparence de Hyde et conserve cette dernière dans le trépas, la plupart des adaptations se feront une joie de toujours rendre aux scientifiques ses traits véritables une fois son dernier souffle poussé. Quand on étudie l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde, il y a beaucoup de choses à analyser. La première, qui saute le plus vite aux yeux, c'est évidemment la toxicomanie. Sans deck, Henry qui affirme sans hésiter qu'il a tout contrôle sur sa dépendance à Hyde et qu'il peut s'en débarrasser quand bon lui semble, ça vous rappelle pas le discours de toute personne qui ne veut pas s'avouer qu'elle est dépendante? Jusqu'au moment où il réalise les conséquences de son addiction, à savoir les transformations spontanées, qui lui font comprendre qu'il a un problème, ce qui a été respecté dans la plupart des adaptations. Soit le Dr Jekyll ne peut plus se séparer de ses potions pour échapper au manque, symbolisé par les transformations spontanées, soit parce que malgré tout, il ne peut pas résister à sa transformation qui lui permet de se libérer des carcans de la société. Et maintenant qu'on en parle,
l'hypocrisie sociale est régulièrement la cause de la chute de Jekyll. S'il conçoit sa formule, c'est parce que son lui intérieur ne correspond pas à ce que la société attend, notamment dans l'Angleterre victorienne, qui, rappelons-le, reste une ambiance tellement cul-serrée qu'on aurait pu décapsuler des bouteilles avec les sphincters des passants. Ce qui est plutôt bien représenté dans les plus anciennes adaptations, excepté celle de 1920. Non, sans deck. Une des raisons pour lesquelles Jekyll se transforme dans les films de 31 et 41, c'est parce qu'un aristo qui se balade dans les cabarets... ça fait jaser, quoi. Et parce que ça révèle qu'au fond de lui, il est un criminel sexuel. Mais dans le film muet, que des sangs bleus aillent dans un cabaret... pas de problème. Et à part avoir une maîtresse, Hyde a pas l'air d'avoir grand chose à cacher. Mais c'est là où, moralement parlant, je me sens assez mal à l'aise. Lutter contre les normes sociales, ça peut être acceptable, à partir du moment où ce n'est pas pour quelque chose de grave. On ne saura jamais ce que le Hyde du roman faisait de ses débauches. Mais pour ce qu'on en sait, à l'exception de ces crises de violence que Jekyll n'acceptait pas, apparemment, personne n'a jamais eu à en souffrir. En revanche, se servir de la morale de cette histoire pour se plaindre que la société nous empêche de profiter du maniaque sexuel ou du tueur psychopathe en nous, bizarrement, je suis assez moyen chaud, quoi. Et on pourrait même dire que l'idée est totalement opposée avec la version de la momie, puisque le contexte étant plus moderne, Jekyll ne libère pas Hyde pour profiter de son être intérieur, c'est Hyde qui l'a envahi sans demander l'autorisation, contraignant le docteur à trouver un moyen de le refouler pour mieux être en phase avec la société. Question, est-ce que les fantasmes de Jekyll, ce serait pas juste de l'homosexualité en fait? Excellente remarque. Alors perso, j'avoue que j'y avais pas tout de suite pensé pendant ma lecture. Vu qu'il parlait à chaque fois de débauche, et Hyde étant décrit comme l'incarnation du mal, pour moi l'homosexualité me sautait pas aux yeux. Jusqu'à ce que je réalise que, aujourd'hui, c'est juste une préférence sexuelle comme une autre, ça implique rien de malsain. Par contre, dans l'Angleterre victorienne, c'était pas le cas. Donc l'idée que Henry Jekyll soit en réalité gay, pourquoi pas? Surtout s'il a la possibilité de se dissimuler derrière l'identité de Hyde, et donc d'épargner totalement sa réputation si jamais il venait à être pris en flagrant délit. Une idée que les adaptations ont rarement suivi. En dehors du comics de AXG, toutes les œuvres ayant repris le personnage ont quasi constamment gommé cette préférence, refusant même de laisser la possibilité de le supposer, en montrant un protagoniste en pleine romance avec une femme, amoureux, et voire déjà marié, faisant de ses pulsions intérieures des désirs de domination et de maltraitance, alors qu'à la base, c'était juste des fantasmes pas acceptables pour le grand public. Et vous savez ce qui me fait dire ça ? En faisant mes recherches sur la pièce de théâtre de 1887, j'ai appris que cette dernière était la première à faire de Hyde un criminel sexuel. Sauf que Stevenson lui-même aurait déclaré que c'était l'inverse de ce qu'il voulait dire dans son œuvre. Donc à ses yeux, ça voudrait dire que Hyde était effectivement une pourriture sans morale, mais pas un criminel sexuel. Stevenson étant malheureusement mort et enterré depuis un moment, il me sera difficile de l'interroger pour en savoir plus. Mais on peut se demander si au final, vu que le mec avait quand même lutté au nom de plusieurs minorités, si son œuvre n'était pas également une manière déguisée de dépénaliser les homosexuels. Car oui, gardons en tête qu'à cette période, tout acte de ce genre n'était pas considéré comme un péché, mais comme un crime, passible de vous coller 2 ans en prison. Ce qui pourrait être la raison pour laquelle il n'a jamais dévoilé quelles étaient les fameuses débauches de Jekyll. Ça peut sembler assez anodin, mais je trouve que l'œuvre, dans sa globalité, possède un message assez fort. Nous avons tous en nous un Edward Hyde. Chez certains, il est plutôt freluqué, chez d'autres, c'est une montagne de muscles. Mais il est toujours présent et fait partie de nous, quoi qu'on fasse. D'ailleurs, on peut considérer le principe des retournés du manga Reversible Man comme une forme d'interprétation de la malédiction, chacun de nous ayant un Hyde qui, une fois libéré, n'est plus soumis qu'à ses propres désirs sans aucun attrait pour le reste. Et je pense que le message principal de la nouvelle, c'est que cacher qui l'on est véritablement nous restreint et nous frustre dans notre quotidien, mais qu'à force de relâcher notre part sombre, celle-ci raffermira son emprise dans notre vie jusqu'à la dévorer intégralement. Mais surtout, la question qui se pose, c'est qui sommes-nous véritablement ? Notre moi profond, dénué de toute morale et d'empathie, ou notre esprit complet, celui qui respecte les règles? Mais vous voulez savoir ce qui me conforte le plus dans l'idée que nous avons tous un Mr. Hyde en nous? Internet. Même la plus gentille et charitable des personnes dans cette planète peut être tentée. Allez, il suffit de s'inventer un pseudo, et tu peux cracher les pires horreurs que tu gardes au fond de toi, aller mater les pornos les plus crades que tu puisses imaginer, dévoiler ton vrai toi, ce qui te fait vraiment plaisir. Et ce toi qui est vraiment toi, est-ce que c'est vraiment la personne que tu vois tous les jours dans le miroir? Je pense que pas mal de gens feraient bien de méditer là-dessus. Pour moi, Stevenson n'a fait que dévoiler l'existence d'un monstre, bien réel.
Et ce monstre, c'est nous-mêmes. Un monstre qui n'a pas besoin d'une potion pour surgir au grand jour. Il a juste besoin qu'on mette un masque. Et d'ordinaire, dans les adaptations, cette idée est plutôt respectée, même si le fait d'ajouter une personnalité complètement différente du protagoniste peut bousculer cette interprétation. Comme je vous l'ai dit, les Hyde à l'identité pleine sont rarement les plus maléfiques, amenant davantage une lutte entre les deux entités pour le contrôle du corps. Quand on veut une fin bien hollywoodienne, on s'imagine que le héros terrassera sa part sombre, dans un aspect plus réaliste, les deux succomberont ou devront payer les conséquences de leurs actes, mais là encore, mon final favori, ça reste de voir les deux entités trouver un terrain d'entente et parvenir à coopérer. À mes yeux, ce serait la meilleure morale pour achever cette vidéo. Savoir donner un peu de mou à sa part sombre et l'assumer de temps en temps, tout en la bridant suffisamment pour ne pas qu'elle envahisse notre existence et fasse souffrir les autres. Eh ben, c'était intéressant. Vaste, mais intéressant. Merci. Et encore, j'ai pas étudié toutes les œuvres sur le sujet. Et comme je le redis régulièrement, toutes ces versions ont repris l'ouvrage de base à leur sauce, en l'adaptant à leur manière. Ce qui les rend pas nécessairement mauvaises, sauf la version de 95. Mais ça les rend surtout différentes. Et il faut savoir apprécier les différences, selon ce qu'elles peuvent nous apporter. Bien! Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur cette œuvre et ses adaptations. Acceptez-vous tel que vous êtes, et gardez en mémoire que, tant que vous ne faites de mal à personne, et que vous n'imposez pas votre façon de penser aux autres, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes. Par contre, si vous êtes un criminel sexuel ou un psychopathe, gardez votre hide enfermé à double tour dans votre subconscient. Merci d'avance. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.